Salut la compagnie, c'est Jules Melon et on est aujourd'hui dans Impro Ciné Critique. Je ne suis pas seul. Je crois que c'est la première fois que tu viens en caméra pour un enregistrement, en tout cas, mon cher Adam Erzalowski, alias le Ouais, bûcheron du cinéma sur la 7e illusion. Comment vas-tu? bah ça va très bien et toi? Ben, ça va, fort bien. Et là, c'est vrai qu'on avait fait un podcast, ça c'est sûr, ensemble, hein. Voilà. Sur un Mmh, film japonais d'ailleurs. On a fait, je crois que tu étais apparu sur des lives aussi, bien sûr. Mais là, ouais. enfin, la première Impro Ciné Critique à deux. Et on s'était juré que pour la première, on allait parler d'une de tes réalisatrices de cœur, forcément. Mmh, Madame Catherine Bigelow, sur laquelle tu travailles, hein, sur sa carrière et tout, parce que tu es en plein mmh, mémoire dessus. Voilà, ça cogite, ça cogite. ouais. Et paradoxalement, aujourd'hui, on va évoquer alors son film le plus connu, hein, du grand public, on va dire, et qui n'est pas trop dans le corpus de ton mémoire, mais c'est ça qui est intéressant aussi. Mmh. C'est Point Break, bien sûr. Alors, le sous-titre français Extrême Limite, je le zappe parce qu'on en reparlera après. Sorti en 1991, c'est son quatrième long, troisième en solo. On est après Blue Steel, tiens, notamment. Et avant Strange Days, voilà, co-scénarisé par son époux de l'époque, monsieur James Cameron, qui visiblement aurait participé au scénario de Point Break, mais qui n'est pas crédité. Mais bon, vous savez, peut-être demander des conseils, etc. Mais c'est pas elle qui a scénarisé, hein, ce Point Break là à la base. C'est un monsieur qui s'appelle Non. W. Peter Elliff, pas très connu. Du moins, il n'a pas fait de grands films autres, Bah, hein. c'est un scénario qui s'est traîné dans les tiroirs d'Hollywood. En fait, ça fait partie de ses projets dont le scénar a traîné dans les tiroirs et c'est Cameron qui a lu le scénar et qui a dit, Ah, parce qu'ils étaient encore mariés à cette époque-là, je crois. ouais. Et bah, du coup, il lui a dit: «Ah tiens, ça peut être intéressant ce que tu peux en faire et tout», ce qui voilà, Cameron, même après qu'ils se soient séparés, ils ont toujours eu, Cameron a toujours eu le flair quand il savait que c'était Catherine qui devait faire le film et pas lui, parce qu'à la base, Strange Days, ça devait être lui qui devait le faire et finalement, il sentait qu'il devait le donner Oui, à Catherine Bigelow. c'est intéressant parce que bon, vous verrez pas forcément des éléments cameroniens ici, même si c'est tourné à Los Angeles, on reconnaît quelques canaux à un moment qui seront utilisés dans Terminator 2, vite fait là sur une poursuite. Mais bon, pour la petite anecdote. Et alors, au casting, bien sûr, nous avons le regretté Patrick Swayze, qui était déjà connu à l'époque pour Dirty Dancing, entre autres, et un jeune premier, ou presque, hein, parce qu'il avait fait les aventures de Bill et Ted, je crois, avant. Enfin, c'est un film qui était plutôt sympa, amusant, on va dire, un teen movie. Là, Keanu Reeves est là, la même année que My Own Private Idaho, mais il joue Utah. Alors, c'est drôle. Idaho, Utah, c'est très amusant. Johnny Utah de son nom, alors que Patrick Swayze joue Body. On reviendra évidemment sur la signification de ce nom-là. Dans des rôles secondaires, on a un acteur assez fantasque quand même, hein, Gary Busey, qui a eu un fils aussi d'ailleurs, hein, qui a fait du cinéma. J'avais découvert le fils avant le père, moi. Parce que le fils, il jouait dans Fantôme contre Fantôme. Je ne sais pas si tu vois le blond, là, le tueur dans Fantôme contre Fantôme, c'était lui. Ouais. Et on a Ah Laurie oui, ouais. Petty. Laurie Petty, qui est une actrice qui n'a pas eu l'immense carrière qu'elle aurait pu avoir. Et c'est marrant parce que la première fois qu'on la voit un peu dans l'eau, on pourrait penser à Demi Moore. Je sais pas si. Moi, j'avais pensé à ça. Plus jeune, j'ai dû faire la confusion entre les deux actrices. Possible. Et on a un des docteurs de Scrubs aussi, John C. McGillney, qui joue le grand patron du FBI local à Los Angeles. James Legros aussi. Et, et quelqu'un. Et d'ailleurs, tiens, on va jouer à petite deviner qui est ce monsieur. Voilà, alors vous aurez 3 secondes, hein, vous, chez vous, pour deviner qui est ce personnage qui apparaît vers la première demi-heure du film et qui aura qu'une seule scène. C'est un monsieur qui est très célèbre, mais pas dans le domaine du cinéma. Donc vous avez attention, 3, 2, 1. Et la réponse, mon cher Adam, c'est qui alors ce monsieur? Ah, mais qui est Oh mon Dieu, Anthony Kiedis! Voilà, Anthony c'est Kiedis, qui est Anthony le Kiedis chanteur de, des Red Hot Chili Peppers. Et qui d'ailleurs a un et petit ben peu là, ils pas sont pas été. en Californie, du coup. Non, bah si, en soi. C'est à Los Angeles. Là. Donc Oui, c'est c'est vrai. Californication, mais quand il a appris, enfin après coup, le rôle qu'il jouait, parce qu'il avait peut-être pas tout le script sous les yeux, il a un peu regretté cette apparition, parce que c'est pas un gentil, le monsieur, voilà. Mais bon, évidemment, Point Break, voilà, là, je peux vous partager si vous voulez. J'avais la fiche de l'époque qui a disparu de mes images, mais à ne pas confondre, parce qu'on parlait de. J'ai envie de faire la blague dès le début, et après on pourra rentrer dans le film. À pas confondre avec ça, qui est sorti en France, mais 3 ans après. Extrême Limite, c'est une série télé que t'as pas connue, toi, hein,
heureusement pour toi. Et c'est marrant Non, parce que mais je Point Break. reconnais l'actrice de Sous le Soleil, parce que ma mère regardait Mais ça, oui, donc en fait, je bah, reconnais une actrice. Ouais. et je pense que c'est un truc qui a précédé Sous le Soleil d'ailleurs. Bon, c'était une série que je regardais adolescent, un peu vite fait, mais qui, disons-le, je pense peut-être a surfé, c'est le cas de le dire, sur le succès de Point Break en France, Point Break, Extreme Limit, etc. Il y avait Grégory Baquet aussi, comédie musicale, Roméo et Juliette. Bon, on va revenir quand même au cinéma. On fait des extrapolations ici de plein de choses. Donc, quelle est l'histoire de Point Break? Bon, on va faire simple, hein. L'histoire d'un jeune membre du FBI qui est très doué. Voilà, c'est un peu la jeune recrue exceptionnelle. En parallèle de Clary Starling dans Silence des Agneaux qui est sorti la même année. Comme quoi, on le voit faire ses exploits au début et il est appelé à Los Angeles pour sa première affectation sous l'ordre d'un chef qui se méfie des jeunes blancs-becs et va être associé à un vieux de la vieille qui a fait le Vietnam, hein, Angelo Papas, joué par Gary Busey. Et Johnny Utah et Busey, donc Papas, doivent ensemble enquêter sur un gang de surfeurs qui braque, enfin, un gang de surfeurs, ils ne savent pas au début, mais c'est l'idée de Papas, ça. Un gang d'ex-présidents, Reagan, Johnson, Nixon, Carter, tout ça, qui donc sous ces masques, on connaît hein, l'histoire, braquent des banques, 27 banques en 3 ans, c'est des pros. Ils sont minutieux parce qu'ils ne vont pas aller trop loin dans les gains et ils vont refuser la violence. Et c'est le papas là en question qui a l'idée que ce sont des surfeurs par rapport au tatouage, pas au tatouage, au bronzage et fessier et tout. Mais personne le prend au sérieux. Finalement, Johnny Utah, le jeune là, accepte de suivre papas dans cette intuition et en effet, il va enquêter sur ces potentiels surfeurs en intégrant des groupes. Qui est derrière? Est-ce que ce sont des méchants néo-nazis ou est-ce que c'est les cool, baba cool, post-hippie menés par un certain Bodhi? Bodhi, qui est un peu le leader, pas de cette secte, mais c'est un peu le gourou. Bodhi, Bouddha, c'est en lien. Hein. C'est littéralement en lien. D'ailleurs, on ne saura jamais le vrai nom de Bodhi. C'est son surnom, quoi. Voilà. Comme on ne sait pas vraiment d'où vient Johnny Utah, etc., à part qu'il a été un ancien joueur de football américain blessé qui s'est retourné vers la loi et l'ordre. Mais est-ce vraiment son destin? Évidemment, Johnny Utah, pour intégrer là, va tomber amoureux d'une fille. Hein, c'est hollywoodien dans le scénario quand même, à fond, avec le bad cop et le good cop un peu au début, si vous voulez. Enfin, dans cette idée-là, ils s'associent plus ou moins. C'est l'arme fatale dans la suite, quoi. Et peut-être les braqueurs idéalistes derrière. Et forcément, Johnny Utah va être face à un dilemme. Va-t-il vraiment vouloir coffrer Bodhi et son équipe en se rapprochant de celle-ci et en étant visiblement amoureux quand même de Tracy? Ça, c'est le synopsis de base. Maintenant, mon cher Adam, alors, double question. Est-ce que tu te souviens à peu près quand tu as découvert Point Break? On va pas dire Prison Break, attention, c'est pas pareil. Et Non, comment tu pas le pareil. situes? Alors, c'est là, après, on va digresser là-dessus. Comment tu le situes dans le cinéma de Catherine Bigelow? Est-ce vraiment un film Bigelowien? Parce que certaines personnes diraient que non. Et pourtant. Et pourtant, et pourtant. Point Break, je le découvre un peu plus tard, parce qu'en fait, le premier film que j'ai découvert de Catherine Bigelow, c'était Zéro Dark Sortie. Du coup, c'était quasiment, c'était en 2014, 2 ans après la sortie, quoi, en fait. Et j'étais choqué, en fait, du truc. C'est là qu'est née ma passion un peu pour Catherine Bigelow, et je me retrouve à travailler 2 ans, là, j'approche des 2 ans à travailler sur elle. Mais film qui fait partie du mémoire. Mais bref, on n'est pas là pour parler de mon mémoire, mais voilà. Mais je reviendrai quand même un petit peu parce que le film Point Break dissémine quelques petites traces par-ci par-là de ça. Donc, voilà. Les sujets prédilection Catherine Bigelow. Point Break, je le découvre au lycée parce qu'en fait, je cherche en fait un nouveau cinéma d'action, un cinéma d'action plus sophistiqué, je cherche. Et en fait, c'est un ami qui m'a dit, c'était sur des forums, sur des trucs, bref, il m'a dit, tiens, essaie Point Break, tu vas voir. Ça paraît pas comme ça, cette histoire de surfeur, braqueur, qui a l'air d'être un scénario tiré pour un actionneur un peu idiot. Parce que c'est vrai que le scénar est pas. Le pitch de base est pas très intriguant, quoi. C'est c'est des braqueurs surfeurs. C'est pas le scénario le plus intelligent. Mais il m'a dit, tu verras avec la réalisation, la nervosité. Et en fait, je tombe sous le charme de Point Break. Je sais que beaucoup. Je vais être peut-être un peu arrogant en disant ça, mais je le trouve très sous-estimé, Point Break. Je trouve que c'est un film très intelligent, très politique. Aussi, quelque part, il y a quelque chose de très politique dedans. Bien sûr. Et pour moi,
Et où est-ce que je le situe? Eh bien au contraire, c'est peut-être un des films les plus bigononiens et les plus importants. Parce qu'en fait, il y a tout le codex quasiment. Pour moi, c'est le codex de Catherine Bigelow, en fait. Et on va y revenir plus en détail hein, sur les personnages, sur leur addiction, parce que la notion d'addiction chez Catherine Bigelow est très importante. La notion de politique, les bureaux, parce qu'il y a beaucoup de bureaux dans le film, et Catherine Bigelow adore filmer les bureaux. Il y a tellement, tellement de choses. Les masques de président. Moi, le masque que porte Patrick Swayze, mais on y reviendra un peu plus tard, il n'a pas été choisi au hasard, c'est celui de Reagan. Il n'a pas été choisi au hasard. Et toi, tu pourras peut-être aussi m'aiguiller un peu plus là-dessus, sur Carter, sur tout ça, parce que les masques n'ont pas été choisis au hasard. Mmh. Donc c'est pour ça, en fait. Et, euh, et C'est voilà, quoi. intéressant. C'est un film de masque au sens large aussi, hein. Chacun dans son destin, mais vraiment, est-ce qu'ils montrent leur vrai visage? Bon, il y a toute cette histoire-là. Alors moi, Point Break, c'est étonnant parce que j'ai dû le découvrir ado, hein, à la télé. Alors, je sais plus où, hein. France 2, TF1. Alors, c'était pas Canal+. Je n'avais pas encore Canal+ en 91-92. J'ai dû l'avoir vers 93-94. Et je l'avais vu en mode, tu sais, film de divertissement. Quand tu es jeune, tu vois ça comme ça, bon, et tout. Après, je suis plus trop revenu. Il y a eu Brise de Nice qui évidemment pastiche et référence ce film. Je me suis dit, tiens, il faudrait que je le revoie. Après Brisonnier, je me dit, il faudrait que je revoie Point Break. J'avais que des vagues souvenirs. On voit même une apparition de Bodhi dans Brice de Nice, qui est le gourou de Brice. D'ailleurs, bon, c'est très amusant ça. Et quand on y pense, bon, Brice de Nice, oui, je l'ai revu sûrement dans les années 2000, du coup, puis en mode, oui, c'est sympa, c'est pas trop peut-être mon truc. Puis après, alors c'est marrant parce que j'y reviens comme ça. Après, il y a eu Hot Fuzz, hein, Hot Fuzz, évidemment, de Edgar Wright. Voilà, cette image, évidemment, on y reviendra hein, sur le Oui. le Sky Gun Shot, on va l'appeler comme ça, où Mm. dans le film, il y a Bad Boys 2, que t'aimes beaucoup, en plus, t'aimes beaucoup Michael Bay aussi, c'est très Oui, amusant ça. Voilà. Et ce oui. film-là, sont les exemples de ce personnage-là, qui va, on va dire, un peu embrigader Simon Pegg dans sa vision de cette passion, de cette adrénaline de justice. Tiens, c'est intéressant aussi. C'est Edgar Wright, L'adrénaline, finalement. C'est un cinéaste un peu bigelowien à sa manière, hein, Edgar Wright, finalement, indirectement, même si il va un peu sur autre chose. Et alors, il y a eu ça, je l'ai revu, puis après, je me suis rendu compte, c'est pas par étapes, hein, que d'autres films l'avaient pastiché, comme évidemment une de mes comédies françaises préférées, La Cité de la Peur, avec Karamazov qui va tirer dans le ciel aussi. Mais c'est bon, il a du papier. Je ne sais pas si vous avez la référence, voilà, etc. Et du coup, bon là, je le revois enfin totalement consciemment, voilà, vidé de toutes les références. C'est un peu le problème, vous savez, de ces films, qu'à force d'avoir été référencés, pastichiés, etc. Oui, bon, bref, parodiés parfois, c'est pas que ça ait des natures, c'est qu'on en perd peut-être la profondeur. Et là, je l'ai pour la première fois vu avec une conscience plus analytique, si on veut, parce que j'avais envie d'en parler, j'avais envie d'y revenir depuis un petit moment sur ce film, qui fête d'ailleurs, ça être cette année, c'est déjà 35 ans. Vous voyez, quand même, le temps passe super vite. 35 ans, ouais. Et en effet, tout le fond politique en sous-jacent, c'est passionnant. Et d'ailleurs, Catherine Bigelow, elle a une subtilité politique. On ne va pas dire que c'est un film engagé en soi. Catherine Non. Bigelow, elle questionne son Amérique. Elle a questionné beaucoup de choses, hein. Vous voyez, Detroit, par exemple, sur comment il y a eu des violences de l'époque, mais qui se répètent depuis. En plus, ici, on est à Los Angeles, à l'époque de Rodney King, plus ou moins. Ah, bon, il y a cette idée-là. Et en fait, on a un film qui questionne les institutions au sens large, les institutions présidentielles qui dominent l'Amérique, monétaires, capitalistes, et aussi fédérales, ici le FBI. Et c'est passionnant parce qu'on a presque un film elle recherche à travers ce scénario qui, en effet, c'est le point faible du film, c'est le scénario. Mais un film ne se résume pas qu'à un scénario. Et ce film, la réalisation, là, Non. sublime quelque chose qui aurait été une série B oubliable, en fait. Alors, il y a les acteurs aussi, il y a quelque chose qui fonctionne dans l'alchimie Swayze Reeves, mais il y a quelque chose aussi qu'elle va, dans son dynamisme, dans sa mise en scène, souvent avec des points de vue subjectifs, c'est très nerveux et tout, où elle va prendre l'attention aussi, comme tu le disais, dans les bureaux, dans les discussions. Elle arrive à faire sortir quelque chose sur une thématique passionnante d'une Amérique qui se cherche, qui se retrouve ou qui va se reperdre, on ne sait pas trop. Il y a Clinton qui va arriver. C'est pas forcément que ça allait être beaucoup mieux, mais bon, là c'était George Bush. Il y avait Ronald Reagan avant, et je pense même, et j'ose le dire, ouais, je l'affirme, que c'est un anti-film réganien. Mais dans un sens où, d'une certaine façon, tiens, je voulais te montrer une image, on n'est pas là pour être dans la chronologie de toute façon,
Mais il y a une image plus tard dans le film qui retourne, on va dire, Top Gun, non un peu indirectement. C'est un exemple, quoi. Quand tu vois un truc comme ça, avec cette colorimétrie des hommes virils qui marchent et tout, on pourrait penser à Top Gun, par exemple. Et j'ai l'impression qu'elle reprend beaucoup de Bah codes du ouais. cinéma réganien pour les déconstruire et même les déviriliser. Il y a des personnages virils dans le film, mais leur fragilité aussi est très forte. Bah, c'est en fait déjà en plus dans le film, dans la manière dont il surfe et tout, parce qu'il y a souvent le soleil qui tape. Vraiment, la photographie du film est vraiment très importante là-dessus. C'est un soleil qui est un peu orangé, jaune, voilà quoi. Et en fait, et souvent au ralenti en plus quand ils font les actions. Ça rappelle évidemment la scène de volleyball emblématique qui est devenue un symbole de l'homo-érotisme réganien. Et Catherine Bigelow va jouer là-dessus d'ailleurs aussi, parce qu'il y a eu par exemple un mémoire aux États-Unis qui parlait d'un film de Jane Campion, Power of the Dog et Ouais. Point Break, en fait, qui comparait les deux sur leur notion en fait d'homo-érotisme. Comment est-ce qu'ils D'accord. filmaient Oui. les hommes dans leur pas forcément que ce soit des films avec évidemment frontalement une connotation homosexuelle, mais les années Reagan, on sait aussi que dans les parodies, on sent quand même qu'il y a une volonté. Quand tu as deux mecs musclés qui se frappent la main, par exemple la scène de Predator qui Ouais, est ouais. très comique, parce que Matt Tiernan s'en amuse beaucoup de ça. C'est vraiment, pardon pour le terme, c'est un peu les grosses couilles. En fait, c'est vraiment les grosses couilles qui se serrent la main, quoi. C'est les muscles, ça sointe, en fait. Et ça, Catherine Bigelow en profite pour, je pense qu'elle a vu dans ce truc de surfeurs braqueurs, elle se dit, tiens, c'est des surfeurs, ils sont souvent dénudés, souvent torse nu, jackpot. Oui, Jackpot, en c'est vrai fait. qu'il y a Et du coup, on crée toute cette secte, en fait. il y a la secte, il y a la bromance aussi, mais qui est pas. Voilà, il y a quelque chose de très fort. Et le choix aussi du casting, parce que Keanu Reeves, c'est pour moi, là, il devient une forme de figure quasi post-réganienne, mais anti-réganienne, quoique après, il va jouer dans des films comme Speed et tout, la figure de l'adrénaline au cinéma, un peu aussi, mais une figure qui est loin du macho. D'ailleurs, dans My Own Private Idaho, il va pas du tout jouer un macho, c'est un exemple. Hein. Et c'est la figure adrénaline anti-macho et anti-système aussi, puisqu'après on pensera à Matrix, bien sûr. C'est pas un hasard finalement qu'ils deviennent connus avec Point Break. C'est peut-être ce choix de carrière-là qui l'a guidé vers d'autres films plus tard indirectement. Quoi. Point Break, c'est le film par excellence qu'on cite pour le personnage qu'on appelle Keanu Reevesien. Voilà, disons des adjectifs un peu bizarres, un peu étranges, qu'on aime bien dire tous les deux. Parce que, par exemple, dans Speed, oui, s'il y a de la drague entre les deux, avec Sandra Bullock et tout, il va jamais lui rentrer dedans comme un char d'assaut, quoi, en fait. Moi, des souvenirs que j'ai du film, il le rentre jamais comme un char d'assaut. Donc, en fait, et puis même, il lui fait confiance et tout pour gérer le bus et tout. Donc, déjà, il y a cette écriture du personnage masculin. Parce que Keanu Reeves, même s'il a un peu de muscle, c'est pas un Arnold Schwarzenegger. C'est pas un Stallone. Donc, en fait, ils sont plus non plus des montagnes du muscle. Et même d'ailleurs, d'avoir choisi Patrick Swayze pour jouer ce gourou musclé, alors qu'en fait, lui, tout ce qui l'intéresse, c'est de surfer une vague. Ça aussi, ça c'est fascinant, ça comme truc, le contraste. Déjà avec les cheveux, moi, c'est bête dit comme ça, mais ils ont pas du tout la même couleur de cheveux, elles sont même opposées, leur couleur de cheveux. Donc ça c'est vraiment quelque chose de fascinant là-dedans. C'est-à-dire que et puis après, c'est dès le générique en plus, ce générique qui se réunit, qui s'assemble comme si l'un était la facette de l'autre et Ouais. que l'un était la pièce de l'autre. En Très fait. Et très même fort ce d'ailleurs générique a cette été idée là. analysé, même il y a des Oui. articles. Je crois que c'est Criticat qui a analysé le générique d'ailleurs de Point Break. Cette idée que là on voit la fin du Oui, générique. Hein, très bel article de Criticat, ouais. ouais, où Et on a un en fait à montage la base, parallèle entre. euh, C'est vrai qu'il y a le montage parallèle après. Il y a le côté, on va dire, très terrien, terrestre du personnage de Keanu Reeves, terre à terre, FBI, entraînement et tout, et le côté aquatique. Et les deux, voilà, quand on présente les deux personnages en parallèle comme ça, enfin, du moins l'un sur ses vagues et l'autre qui est extraordinaire, on va dire, la recrue parfaite du FBI, quoi, quand on y pense. Il y a aussi cette idée-là de connexion et en même temps connexion et en même temps de choc. Voilà, le point de rupture, parce que Point Break, ça veut dire ça.
le point de rupture se fait dès le générique. C'est-à-dire qu'il y a la vague qui va. The wave is gonna break, c'est ce qu'on dit, hein, la rupture de la vague. Quand les surfeurs la prennent, c'est à la rupture de la vague. C'est un terme qui vient de là. Et il va y aussi avoir le point de rupture avec le choc de ces deux personnages qui vont peut-être vivre cette amitié, mais une amitié compliquée, puisque l'un est là pour arrêter l'autre. L'un est là pour empêcher la liberté de l'autre. Et c'est intéressant aussi de voir comment Bigelow questionne l'autorité ici, donc le FBI, comme empêcheuse de tourner en rond et d'être libre dans cette Amérique qui se veut libre, justement. C'est amusant, ça. Et c'est souvent le cas chez Bigelow par rapport à l'autorité, je pense. Oui, complètement, parce que il y a, en fait ce truc de chez Bigelow, les personnages dans son cinéma, en fait, ont toujours un objectif clair. Keanu Reeves, Johnny Utah. D'ailleurs, en plus, le nom du choix, Johnny Utah, qui a sûrement été décidé par le scénariste parce qu'il n'avait pas d'inspiration sûrement. Mais je veux dire, Utah, c'est pas rien. Utah, c'est des formations rocheuses. Il y a beaucoup de montagnes et ce surfeur. Et en plus, le point break, c'est souvent les vagues qui tapent contre les phases rocheuses. Comme si l'un voulait rejoindre l'autre, mais en fait, ils finiront par se cogner et s'affronter. Bah, c'est ça, les personnages de Bigelow. Ce sont des personnages qui vont s'affronter, qui vont soit qui s'affrontent indirectement, par exemple, le personnage dans Zero Dark Thirty, le personnage de Maya, qui indirectement affronte Ben Laden. C'est un combat états-unien contre le terrorisme, en fait. Ou alors Jeremy Reiner dans Des mineurs qui affronte des mines. C'est pas un être humain. Mais il y a toujours un duel, une confrontation. Et de cette confrontation, en fait, est due à la recherche d'adrénaline. Tout le temps. C'est-à-dire que le personnage de Keanu, et c'est pour ça que Point Break est en fait la définition même du truc, parce que quand tu recherches le point break, un surfeur, quand il recherche le cœur de la vague, c'est qu'il veut vivre la tension, l'intensité de la chose. Et c'est ça, en fait, qui est fascinant, c'est que les deux, en plus, c'est cette sublime scène en dessous en parachute, où là, tu sens que Oui. Johnny, pour la première fois, il ressent des sensations qu'il n'avait jamais connues avant. Et en fait, il se sent excité un peu quelque part. Il y a de l'excitation. Et même d'ailleurs, ça en joue un peu aussi. Il y a l'excitation sexuelle aussi. Ce moment où, où il voit la première fois cette surfeuse et il la relook un peu en train de s'habiller, se déshabiller, alors qu'elle, elle est sans gêne de le faire, en fait. Ça, c'est intéressant. C'est marrant parce que cette scène en parachute dont on reviendra peut-être plus sur la zone spoiler, mais les corps sont les uns contre les autres et c'est un peu ça. Mais pour en revenir à la confrontation de l'autorité, confrontation, il y a le point de rupture aussi avec le jeune Blanc-Bec qui débarque face à son chef. Et avec, voilà, il a cette suffisance-là. Et déjà, de toute façon, il y a la méfiance du chef qui voit le jeune arriver avec méfiance. En plus, il vient de sa cambrousse, on ne sait pas où. Et qu'est-ce qu'il fait là? Avec l'ironie, il va même manger ce beignet là face à son big boss, quoi. Moi, j'aime beaucoup ça, c'est pas hasardeux non plus, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a plein de rivalités et de confrontations dès le début du film. Ah oui. Il y a ça, et puis en parallèle, on peut la mettre en parallèle, il y a la première rencontre avec Monsieur Papas aussi. C'est avec Monsieur Papas qui a déjà ses préjugés en mode c'est l'autre abruti de quarterback qui vient de sa cambrousse. Là, voilà. Et c'est marrant parce qu'il y a l'ironie du sort, de l'humour. Il dit ça face à lui sans le voir. Ouais. D'ailleurs, c'est un peu l'Amérique aveugle, là, tiens, celui qui a subi ces traumatismes et qui. Bah, il est un peu aveuglé dans son truc de ça fait 30 ans que je fais un métier et tout et tout. Déjà en plus avec le chef qu'il rencontre avant de rencontrer du coup le personnage de Gary Busey, c'est ouais mais moi je mange pas de sucre, moi je bois pas trop de sucre, je me prends soin de ma santé. Et puis il mange un donut sucré, genre un des trucs les plus bourrés de sucre aux États-Unis. C'est ça qui est drôle. Puis après il rencontre Gary Busey et là en plus on voit déjà le premier contraste. C'est ce que je disais. Vraiment les cheveux dans les films, le choix des cheveux des personnages sont très importants. Moi, genre, ça crée un contraste qui est volontaire ou pas, mais du coup, ça le crée quand même. Et en plus, la différence d'âge aussi joue là-dedans. C'est le fameux cliché à l'âme fatale du vieux policier et le jeune, en fait. Mais sauf que le vieux, au lieu d'être un vieux sage, entre guillemets, un vieux sage, hein, parce que dans l'âme fatale, déjà, le personnage est un peu parodique. Lui, c'est un mec vraiment quasiment miso,
comme s'il était rescapé de l'ère Reagan et qui aurait pas été sous le feu des projecteurs réganiens. C'est ça qui est rigolo aussi là-dedans. C'est Mais vraiment ah bah mais moi ça fait 30 ans que je suis dans le métier, qu'est-ce que tu vas faire, etc. tu sais, d'ailleurs, c'est intéressant de parler du choix des cheveux et tout. Quand on voit ce personnage-là, on pourrait imaginer que c'est une version âgée, vieillie, qui aurait mal tourné, enfin, qui aurait perdu ses idéaux et sa liberté, de Body. C'est Body qui représente un peu le surfeur libertaire, un peu post-hippie. Et lui, on aurait imaginé qu'il aurait pu être hippie. Puis il y a eu la guerre du Vietnam qui l'a, on va dire, plongé dans un autre, dans son trauma. Il a fait la guerre du Vietnam, hein. Et peut-être après ça, par réaction à ses traumas et tout, il a décidé de devenir agent du FBI, quoi. C'est intéressant, quelqu'un qui a un petit peu perdu cette idée de liberté-là et qui essaye maintenant, voilà, il est dans son système et tout, et qui, comme tu le dis, est devenu une sorte de rageux, un peu miso. Et en plus, le pauvre, il est bon dans son boulot, mais on l'écoute pas, on le raille parce que il sort des surfeurs, alors qu'il a raison. C'est intéressant, ça, d'ailleurs. Mmh. Bah, C'est l'Amérique qui a il y raison a et qui a double tort à la fois, confrontation. lui. Ben, il y a Johnny qui confronte. Ah ben complètement, parce que il sait très bien où sont les surfeurs ou les trucs, mais et en plus quand il les voit, moi quand il parle des surfeurs pour la première fois dans le film, quand il amène à Johnny avant qu'il aille surfer pour la première fois et qu'il prenne sa première dose d'adrénaline, c'est, «Regarde, on dirait une secte». Ils sont en formation de cercle, ils sont un peu il est décrit comme étant des gens étranges. Donc du coup, c'est intéressant ce que tu dis là-dessus, c'est que c'est quelqu'un en fait qui aurait pas à post-Vietnam, pendant post-Vietnam, n'aurait pas choisi la voie des manifestations, mais aurait choisi le contraire, l'opposé de peut-être, des gens de son époque. Ça, c'est intéressant ça aussi, là-dessus, quelque part et ça, c'est important, quoi. Et puis, alors, après, forcément, on nous présente. Moi, j'aime bien aussi, il y a un phénomène intéressant dans cette mise en scène de Catherine Bigelow. On nous présente les ex-présidents donc en action, qui sont là. Alors, évidemment, avec le personnage, on le sait, hein, de toute façon, la voix, on reconnaît. Alors, si vous le voyez en VS, c'est encore pire. C'est Richard Darbois, c'est assez clair. Mais tu as le personnage de Reagan Body qui dit We've been screening you for years. Oh, ça fait des années qu'on on vous baise, hein, c'est le terme. Hein. Donc maintenant, hein, un peu Oui. plus, un peu moins, peu importe. Mais cette scène-là, qu'on voit, qui est super bien, d'ailleurs, dans l'action, dans le montage, c'est brillant. Hein. On est vraiment, on suit l'adrénaline aussi. Mais en fait, cette scène-là, elle est méta. C'est sur la vidéo que regarde Johnny Utah. Et j'aime bien cette idée aussi. Les technologies chez Catherine Bigelow, c'est important, parce que ça sera l'une des thématiques principales de Strange Days derrière. Les gens face à la technologie, et aussi le lien à la technologie et à l'adrénaline, c'est un peu un. Bon, là, c'est sur ce passage-là, parce qu'après, la technologie, on laisse ça un peu de côté. Mais il y a cette idée des caméras, quand même, qui vont montrer techniquement ce qui s'est passé. Mmh. Bah, c'est ça et le truc en plus, c'est que tu as ces masques de président, en plus, où il joue là-dedans. En fait, il braque les gens, parce que bah, il braque des banques parce que c'est en fait l'absurdité en fait américaine, de toucher de l'argent, d'avoir, cette, comment, d'avoir ce rêve américain un peu en quelque sorte. Bah, eux, leur rêve, c'est pas le rêve américain. Eux, pour eux, leur rêve, c'est d'attraper, la grande vague. Bah, surtout pour Body, c'est d'attraper la grande vague, c'est pas devenir riche, fonder une entreprise et tout. Et en plus que lui porte le masque de Reagan est encore plus important, parce que les années Reagan, c'était les années du soft power, du power bigger and better, et c'est en plus de ces années-là. Bon, Trump était déjà en place, par exemple. Évidemment qu'on Oui. allait parler de Trump à un moment, mais Trump a vraiment pris de l'importance dans les années 80. Empire de l'immobilier, magnat de l'immobilier, ogre aussi de l'immobilier. Là, c'est pas un film sur l'immobilier, mais le choix de Los Angeles est pas pour rien aussi là-dedans, parce qu'il y a des gens riches là-bas aussi. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et en plus, à la fin du braquage, quand on voit la scène de braquage, excellente dans l'adrénaline et tout, il dit n'oubliez pas d'aller voter. En fait, comme si l'un ou l'autre ne changeait pas. Parce que le choix Non. de Jimmy Carter, Nixon, en plus, ça a été vraiment parmi les pires présidents qui se sont succédés. Bah, peut-être Carter était moins pire. J'avoue, je connais un peu Ah, moins il lui n'était pas aimé surtout, mais Carter, il était bah, il était considéré pas comme aimé. trop faible, entre guillemets, parce qu'il était trop démocrate, trop faible. Et c'était le vendeur de cacahuètes, hein, Carter, c'est son surnom. Hein.
Mais c'est C'est vrai que pour bon, ça que d'ailleurs, je crois que c'est lui qui a l'une des pires morts en plus. Donc, il vend des cacahuètes. non, oui, oui, le personnage, oui, c'est ça, il est peanuts. C'est le cas, c'est le cas de le Ouais, dire quand on y pense. Mais ce qui est intéressant donc, aussi là-dessus, c'est, oui, comme tu dis, Reagan, on en sort en plus, donc il représente, tout est là dans l'ironie du gars qui veut braquer le système, hein, d'ailleurs. Mais il va pas braquer les banques là où il y a l'argent des simples citoyens, il va juste braquer oui, non. l'argent là. Déjà, pas, voilà. Et alors, ils font pas ça pour l'appât du gain, ils font ça juste pour baiser le système en mode après ils peuvent surfer gratos tranquille en faisant que ça de l'année puisqu'ils se financent et s'autofinancent pas et c'est pas pour devenir riche au final hein, c'est juste pour pouvoir profiter et après ils vont hiberner ils vont vivre leur petite vie pour revenir et tout d'ailleurs c'est intéressant c'est l'Amérique à la marge en fait et c'est une Amérique à la marge qui veut tirer profit d'un système qui les a baisés ils ont été baisés par ce système aussi donc nous tous les anciens présidents ça serait intéressant imagine tu fais un remake alors je sais qu'il y en a eu un en 2015 que j'ai pas vu. On ne le mentionnera pas. Non, 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 mais qui a Il est été terrible. scénarisé par celui qui a fait Equilibrium, quand même. C'est un film que j'aime, mais qui est pas bon, mais que j'aime quand même, parce que c'est particulier. C'est un peu comme toi avec Paul W.S. Anderson, tu vois. Oui, c'est vrai. C'est un peu ça. Ça, c'est vrai. Mais Mais on a tous nos plaisirs coupables. c'est ça. Mais je sais pas si en 2015, tu l'as vu ou pas, du coup. Non, tu l'as vu Si, je l'ai vu, le remake, je Est-ce l'ai vu qu'ils en ont des salle. masques de George W. Bush et tout, du coup? Parce que sinon, c'est pas Non, intéressant. non, non, il n'y a pas. Toute la thématique des présidents a été enlevée. Ah Il a été bon? Oh, épuré. bah, bah, rien que ça. Ok. Donc, on rend le film apolitique à mort. Voilà. Mais tu Ah ferais un oui, remake ah oui. tu ferais un remake intelligent aujourd'hui avec des masques des W. Bush, des Trump et tout, ça pourrait être amusant. Mais bon, on va pas donner de fausses bonnes idées à Hollywood. Surtout que si imagine, c'est un film qui est fait par la Paramount, ils vont donner le rôle du méchant avec le masque d'Obama, hein, bien sûr. Parce que, Oui, et puis le gentil, ce sera Trump, quoi. Donc, puis surtout, c'est intéressant. Pour revenir juste très rapide sur les masques, en plus, je disais que la dernière phrase qu'il dit, c'est n'oubliez pas d'aller voter. Parce qu'en plus, c'est oui, marrant parce qu'on passe de Reagan et on est encore on est à George W. Bush, qui est peut-être qui est peut-être une des phases de l'histoire de la politique américaine, qui est une des plus terribles financièrement George pour le Bush peuple, père. en fait. La Donc, guerre en ça, Irak, le d'ailleurs, père, voilà. Et d'ailleurs, terrible ironie du destin et du sort, au moment où on enregistre, là, on est en avance par rapport à la publication. Donald Trump vient de déclarer la guerre en Iran et ça y est, ça bombarde à tout va. Donc voilà. oui. C'est cyclique, hein, de toute façon, tout ça. Alors, Ah vous ben, allez me dire, oui, la guerre en Iran, parce qu'il oui, il y a un régime au pouvoir qui doit être sorti de là, mais c'est pas pour ça que Trump va attaquer l'Iran. Il y a d'autres trucs derrière, évidemment. Mais bon, parenthèse dans la parenthèse. Voilà, donc cette histoire-là, et on voit d'ailleurs juste derrière, bon, j'ai choisi aussi cette image parce qu'elle est très, je trouve que c'est très bigelowien, ça. Ça me rappelle presque un peu son dernier film d'ailleurs, qui est sorti sur Netflix. On observe les trucs sur les écrans et il y a des gens qui sont derrière et qui disent oui, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Voilà. Et se rend compte, là, Johnny Utah, que dès sa première mission, ça va être compliqué quand même, parce qu'ils sont très pros. oui. Oui, c'est ça. Et en plus, ça, c'est intéressant. Ça aussi fait très intéressant dans les personnages de Bigelow et qui est intéressant aussi dans le cinéma d'action comme Point Break arrive et tout. Et ce que Point Break va essayer d'instaurer quelque part, c'est que on n'est plus dans les années 80 où Stallone peut arriver au Vietnam et faire pa, 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 pa. C'est fini tout ça. On est plus chez Reagan, on n'est plus à bombarder à tout ce qui va et tout ce qui bouge. Il y a des lois, il y a un système, et en fait, ce sont des gens qui sont implémentés dans le système, qui regardent des écrans, qui planifient des choses. Et bon, on n'est pas à partie spoiler, donc je vais pas spoiler un point de scénario, mais celui-là, il est très important aussi, parce que c'est des personnages qui font des erreurs. Ils font Mm. des fautes, des erreurs, ils doivent observer le terrain, et c'est ça aussi qui est fascinant avec la mise en scène de Bigelow, c'est que ces scènes de bureau qui devraient être statiques, eh ben, elles fusent de partout. Parce que c'est ça, des bureaux dans la police, dans tout ça, dans le gouvernement américain. House of Dynamite, et c'est vraiment Oui. peut-être même en fait ce semi-reboot et en même temps on injecte le plus possible de bureaux parce que le film se passe que dans des bureaux. C'est vraiment la caméra fuse, elle va partout, par-ci, par-là. Qu'est-ce qu'on a chopé comme information? Qu'est-ce qu'on a eu comme truc? Ce sont des professionnels. C'est ça la chose à retenir chez Bigelow, c'est que ce sont des personnages de professionnels. Ils ont des fonctions. Euh, Maya, elle est informatrice pour la CIA. Jeremy Renner est un démineur.
dans K-19, son film de sous-marin, si on revient à un film de sous-marin, tu as le commandant Harrison Ford et tu as son suppléant. Ils ont des statuts hiérarchiques aussi. Et c'est ça, en fait, qui va définir la complexité, pas forcément peut-être de... Moi, je trouve que Zero Dark Thirty est un film presque pas anti-Obama, mais qui a dénoncé les méthodes d'Obama, qui n'étaient pas les meilleures, et il n'a pas pris les meilleures décisions, ça on le sait, qu'il n'a pas pris les meilleures. Voilà. Et en tout cas, il a été critique des méthodes d'Obama. Mais même là, déjà, Catherine Bigelow sait que le système le système de la police militaire, c'est un système qui a des défauts, qui a des failles. Et les personnages qui paraissent des professionnels, c'est à partir de ces dysfonctionnements, quand par exemple il va pas réussir à choper sa cible et qu'il va tirer en l'air, c'est pas juste une scène qui ensuite a été parodiée, c'est une frustration en fait de ne pas avoir accompli son devoir. Et là, la frustration de ne pas avoir eu son adrénaline, l'adrénaline qui est l'objectif de la mission, c'est-à-dire appréhender le suspect, ben, il est là en fait. Et c'est là où tout est intéressant. Il faut toujours une dose d'adrénaline, toujours aller quelque part. C'est intéressant parce que ce genre de cinéma-là qui va rentrer dans les années 90, elle rentre pleinement dans les années 90, Catherine Bigelow ici, qui va inspirer des choses comme 24 heures chrono, tiens, par exemple, qui est là aussi non, une série, mais grande série, qui est très centrée sur les gens dans les institutions, qui ont aussi leurs failles, la faille de la cellule antiterroriste, etc., qu'on voit dans 24 heures chrono, avec des taupes dans tous les sens, machin. Parfois, on pourrait en rire dans le scénario, mais l'histoire, la paranoïa de l'Amérique aussi, l'adrénaline et la paranoïa, finalement, il y a des choses qui se recoupent aussi. Hein. Et parfois, l'impression qu'ils ont un tout pouvoir, les Américains, avec leur institution, mais souvent, ils sont face à une forme de faiblesse, sauf évidemment quand on a un héros à la Jack Bauer, parce que lui, tu peux le torturer et tout, il dort pas pendant 24 heures, et à la fin, c'est le meilleur. Bon. Mais sinon, après, Johnny sur le terrain, alors là, on est dans le poncif, dans le scénario de base. Il tombe très vite amoureux, il tombe tout aussi vite amoureux qu'il apprend à faire du surf. Je sais pas si ça t'amuse, ça, mais en gros, presque, t'as l'impression, Oui. mais ça, c'est le montage elliptique aussi, mais t'as l'impression qu'en 24 heures, il devient un pro du surf. Alors, à sa décharge, ancien champion de football américain, donc tout ce qui est équilibre et sport, il connaît. Mais c'est amusant, je trouve. Moi, Oui. ça m'a beaucoup amusé. Ouais. Mais bon, est-ce que cette histoire d'amour, en quoi elle est importante, cette histoire d'amour, selon toi, dans ce film? Dans ce qui est intéressant, c'est déjà dès la première scène où on la voit, où Johnny, moi, l'observe et la voit, en fait, il va la relooker comme un homme. C'est-à-dire, il va commencer par le bas, puis après, il va un peu remonter. En plus, quand il la surprend dans un moment qui serait de base de l'intimité, et déjà, on voit comment fonctionne en fait ce groupe de surfeurs. C'est que on disait, c'est des post-hippies. C'est-à-dire qu'ils s'en foutent d'être dénudés devant tout le monde, ou alors de se changer avec quasiment rien sur le dos. Et elle enfile son pantalon tranquillement, quoi. En fait, elle se change, elle enlève son maillot de bain, et puis tac, tac, tac. Pour elle, en fait, c'est pas un truc. Et c'est ça qui va être important. Et en fait, elle, ça va être la passerelle. Cette histoire, en fait, elle est importante dans le fait que ça va être une passerelle pour lui. Et en fait, est-ce qu'il va du coup choisir d'un côté, est-ce qu'il va totalement succomber, par exemple, est-ce qu'à un moment, on pourrait s'imaginer que, ah tiens, il va peut-être rejoindre réellement le groupe de Body, par exemple, parce il se sent libre pour la première fois. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle est importante, cette première scène de surf où il se récupère, parce que la scène où il observe, c'est un tout petit peu après. Avant ça, il surfe pour la première fois, et il finit par se noyer. Il est presque à se noyer. Et du coup, elle le chope. Et après, elle lui dit, mais en fait, t'as rien à faire là. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que c'est, comme on disait, en fait, les traîtres, les informations, les trucs et les machins, en fait, pour essayer d'intégrer ce groupe-là. À la base, cette histoire, c'est comme une histoire d'infiltration, d'amour, quand on verrait dans les films d'espionnage, par exemple, à la James Bond, par exemple. Ça serait peut-être un bon baiser de Russie, par exemple. Tu vois, c'est Ou cette intrigue. un truc encore plus Là, con. on est loin. Un truc Ouais. encore plus con, mais je crois que ça, Point Break a inspiré ça. Fast and Furious. Ah bah oui, c'est vrai. Bah Ah, oui, l'histoire d'amour avec Fast and Furious, bah oui, avec la et puis, sœur de. Ouais, c'est vrai. et puis en plus, avec des braquages, avec une famille, un infiltré dans la famille. Je pense Oui, que ce dans Fast and Furious, c'est. Bon, pardon de le dire, c'est plus con. Moi, c'est Oui, la version bête de cette histoire. Mais c'est vrai, mais oui, bien sûr. Mais à la base, cette source-là vient par exemple d'un James Bond.
Bon, Oui. Baiser de Russie, c'est l'exemple du scénario parfait là-dessus, ou Goldfinger. Mais c'est vrai, tu as raison, parce que Point Break a influencé ce genre de film d'action avec un policier infiltré. Il y en avait avant, bien sûr, mais Point Break a fait le truc de ah, il va infiltrer un groupe de sport extrême, tu vois, Mmh. les surfeurs, les pilotes qui font des courses illégaux. Bah, c'est ça en fait. Et là, ce Et qui puis est intéressant, c'est qu'il a élu. Hmm. non, après, vas-y, continue. Mais après, on entre Ah oui, dans non. l'antre de Et Body, là. ouais, voilà, il entre dans ce cercle, il finit par y arriver, parce qu'à la base, c'est un territoire qui lui appartient pas. Et en plus, c'est un cercle. Ils sont en cercle Ah comme ouais. une sorte de secte. Ce que lui disait au départ le personnage de Guy Busy, c'est regarde, c'est une secte en fait. Ils se réunissent la nuit autour d'un feu de camp. On pourrait presque dire, eh vas-y mec, viens fumer de la marijuana et tout. On s'attendra presque à ce qu'il y ait de la marijuana en fait dedans. Bon, évidemment, elle va pas dans le cliché parce que Catherine Bigelow est beaucoup plus intelligente et a fait partie en fait des groupes. Elle, quand elle était étudiante, elle a fait partie des groupes politiques de gauche. Mais ce Ça, qui est il faut le savoir. intéressant dans cette scène, c'est vrai que tu le dis, c'est une sorte de cercle avec ces phares qui éclairent comme ça la nuit, où il y a une sorte de rite d'initiation, hein, un peu. En off, je plaisantais là-dessus, mais en fait, c'est pas vraiment une plaisanterie. On peut penser à Lost Boys, hein, ce film de vampire, Génération perdue en VF, sorti 4-5 ans, ouais, 4 ans avant, je crois. Cette idée de aussi, tu vas être infiltré, oui, mais en étant infiltré, tu te fais aussi incorporer dans un groupe très fort, ce qui va créer un dilemme derrière, parce que tu as beau être en infiltration, c'est quand même ton univers. Johnny Utah, c'est son univers potentiellement. C'était pas son destin d'être dans le FBI. Lui, c'était l'idée d'être un sportif, cette liberté d'adrénaline sur le terrain. Et là, du coup, il en revient à ses racines perdues. Voilà. Donc le dilemme se crée tout seul. Et en plus, Body le reconnaît. Il reconnaît Johnny Utah parce qu'il a été une star universitaire de football quand même. Ah oui, complètement. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que moi, c'est un groupe qui est un groupe de marginal. Catherine Bigelow, on a filmé une grande partie de sa carrière, ça aussi. Parce que dans son film de vampire, Ah en fait, oui, j'ai le nom depuis aux tout à l'heure, Aux frontières de frontières de l'aube. l'aube. Aux Bah oui. frontières de l'aube, c'était ce groupe de vampires qui se baladaient dans un camping-car, une camionnette. En fait, eh ben là, on retrouve un peu cette idée-là aussi. Peut-être on a peut-être incorporé beaucoup plus fluidement dans l'action, dans le truc. Parce que Point Break, je trouve qu'elle arrive enfin à trouver ce rythme, d'avoir trouvé cette manière d'aborder le groupe marginal qu'elle va laisser tomber en fait pour aller de l'autre côté de la barrière vers K19. En fait, c'est là où il y a le point de rupture, entre guillemets. C'est quand elle va arriver à K19. Mais là, elle n'est pas le sujet. Mais là, En là, là, sous-marin. là, 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 c'est intéressant. Voilà, c'est sous-marin. Du coup, elle va Déjà que l'importance de l'eau, les éléments, hein, l'eau, la terre, le ciel aussi avec le parachute, c'est intéressant aussi ça. Mais avec dans son film de complètement sous-marin, la plongée, on va dire encore plus dans l'idée quoi. Mais un dans, huis dans, clos. dans, dans, dans le système. Voilà, un huis clos dans le système. Parce que quand tu plonges, les bureaux Ah, sont que des huis clos. Le et c'est système ça qui est, militaire n'est qu'un huis clos. c'est une cinéaste d'espace aussi. Et puis c'est vrai que l'idée là, de connecter moi je pense, hein, le personnage qui nourrit, c'est plus la terre, enfin le terrain, football américain. Bah, L'autre c'est l'État, l'eau. Et tu as cette idée là quoi. Et complètement. l'eau d'ailleurs, voilà, ça c'est voilà, le rêve de Body, qui a ce regard, voilà, enfin, grand acteur Patrick Swayze pour ça, hein, de toute façon. Un acteur de Oui. regard et de visage aussi. Même dans Dirty Dancing, il y a quelque chose de fort. Et Ghost, hein, c'est la même année, Ghost en plus, je crois. Tiens. C'est pour ça que Oui. tiens, je pensais à Demi Moore, c'est peut-être à cause de ça. En fait. C'est pour Bon, ça. et mais là, voilà ce qu'il dit. Hein, ceux qui cherchent, c'est la vague ultime. Quoi. Mais pour arriver vers cette vague ultime, il faut être prêt à en payer le prix ultime. Cette phrase résume tout, je pense. C'est-à-dire qu'il a peur de rien. Lui, il est prêt à tous les sacrifices potentiels. Mais ce qu'il veut, c'est ride the wave. On dira hein, dans la zone spoiler s'il va la surfer ou si c'est métaphysique, allégorique. Quelle est cette vague? Voilà, la question est quelle est la vague à surfer? Elle est autant imaginaire dans ce qu'il fait là que peut-être factuel. Il attend vraiment la vraie vague, celle qui arrive tous les 50 ans, grosso modo. Un peu comme Brice de Nice. Oui, voilà. C'est ça, en Non, mais fait. C'est vraiment Will Dennis. cette phrase est intéressante d'ailleurs hein, aussi. Parce que là, Ah oui, voilà, il regarde Johnny et il le lui dit. C'est-à-dire maintenant, est-ce que toi, tu vas payer le prix? Est-ce que tu vas accepter de payer le prix de Johnny?
Comme si indirectement, il ne le sait pas du tout à ce moment-là, mais comme s'il pressentait ce qui allait arriver derrière, qu'on va découvrir, ils vont découvrir peut-être qu'il n'est pas celui qu'il croit. Mais est-ce que Bodhi est celui qu'il croit aussi? C'est ça la question. C'est ça la vraie question. Et aussi, en fait, d'avoir un objectif, en fait, comme tu as un objectif pour une mission. Pour ça aussi qu'il y a des personnages de professionnels. Bah là, on a Bodhi qui a son objectif, lui, c'est de surfer la vague. Et tu es prêt est-ce que tu es prêt à en payer le prix maximal, en fait, Ouais. d'aller. C'est ça, en fait. Il y a toujours une notion de. En fait, il y a des notions de sacrifice à faire. Parce que à la base, les personnages d'action, à la base, en fait, ne payaient pas, en quelque sorte, le prix de leur sacrifice. En fait, Catherine Bigelow, pour moi, elle a toujours été une cinéaste pirate dans le cinéma d'action. C'est-à-dire que oui, ces personnages, moi, Patrick Swayze reste, c'est pas non plus, on n'est pas encore arrivé à un stade de Néo dans Matrix où les sœurs Wachowski démontreront un à un l'archétype du super-héros. Mmh. Voilà, on n'est pas non plus à Matrix non plus, où Révolution avait complètement anéanti en fait l'idée du super-héros qui arrive à tout, en fait, hein, évidemment. Puis Résurrection, c'est encore une blague encore plus à part, quoi. C'est ça qui est vraiment fascinant là-dedans. On n'en est pas encore là, mais Catherine Bigelow a déjà, je trouve, implanté des graines Oh oui. de personnages qui vont devoir payer le prix de quelque chose. Et est-ce que Ouais. eux vont aller jusqu'au bout ou pas? Là est la Ah, question. Et aussi, c'est là où tout le personnage de Johnny est super intéressant. Est-ce qu'il va succomber à succomber entre guillemets, parce qu'en fait, le plus de plaisir qu'il prend, c'est quand il fait du saut en parachute, c'est quand il fait du surf. Et c'est là oui. aussi où est le plaisir et la tentation de la chose. Et c'est pour ça que c'est des trucs un peu pirates. C'est de c'est cool quand même ces sensations-là. Elles sont bien, elles font du bien. Parce que tu es loin de ta mission, tu es loin de il faut à tout prix que je recherche ces surfeurs, aller débasquer, les trucs. Et c'est d'où la scène de course-poursuite, elle est Ah, encore plus intéressante. C'est le fameux shot in the sky, quoi. mais bon, elle commence avant avec ça, avec Reagan qui crame tout. Bon, on a compris. L'allégorie, elle est claire. Reagan, il a un peu cramé l'Amérique, là, avec ses excès et tout. Bon, on en est là maintenant. Cette idée que c'est lui, voilà, bon, c'est Body derrière. Le masque, il fait très peur, évidemment. C'est post-Halloween aussi, cette utilisation des masques et tout. Il y a toujours ces idées-là. Et comme tu le dis après, alors, la scène de la poursuite, elle l'a fait durer. Et moi, j'aime beaucoup parce que le découpage, caméra embarquée, caméra subjective, on a tout là. Euh, et voilà, elle commence comme ça. Et alors d'ailleurs, on voit que Reagan a failli cramer, ils se sont battus dans le feu, etc. Et après, il passe à travers les maisons des citoyens et tout. J'aime beaucoup cette idée. Ça fait un peu Home Invasion comme ça. Avec la dame avec son club de golf. Tu sais, ça, c'est ce qu'on a à la fin de Weapons, un peu aussi, Ah oui, sorti l'année dernière. C'est ça qu'à c'est un ça. moment, cette idée, à un moment, il passe à travers. Quoi. Oui, il y a des gens autour, mais là, il y a quand même leur adrénaline à tout. Quand on voit quand même qu'il va y avoir des dégâts, que certains citoyens vont devoir payer des milliers, des milliers de dollars. Et Ça, c'est marrant parce que le chien, il lui balance le chien qui couine, il lui donne un coup de pied. Oh là là, c'est ça, c'est super. Mais aussi, ce qui est fascinant, c'est que c'est justement ce masque de Reagan qui parcourt les maisons américaines comme ça, et Johnny qui est censé représenter une nouvelle version du héros américain. Ça, c'est marrant, ça. C'est comme si le nouveau type de héros américain que Catherine Bigelow est en train de construire est en train de pourchasser le précédent. Tu vois, alors que déjà, Bodhi ne répond pas aux caractéristiques typiques d'un personnage de Reagan. En plus de ça, il y répond pas parce que c'est un hippie, déjà. Et Reagan, je suis pas sûr qu'il fait mieux de la marijuana, hein, j'en suis pas sûr. Tu vois. Donc, ou alors c'était pour d'autres trucs, mais c'était pas spirituel, quoi. Et c'est ça qui est fascinant. C'est comme si c'est deux Amériques qui sont en train de traverser les maisons. Moi, je trouve ça super intéressant. Et en plus, le lieu qui a été choisi, c'est pas le cœur de Los Angeles, c'est un coin qui est isolé. C'est ça qui est fascinant là-dedans, ouais. je trouve. Peut-être que je suis en train d'extrapoler et en train de surinterpréter, Non, mais, mais mais ça a quelque chose de magique. On filme quand même la marginalité. On n'est pas là dans une scène. On n'est pas dans derrière 3. On est en plein cœur de New York et ça ouais, pète en plein cœur de New York. Souvent, on est à l'extérieur de la ville en plus. Et on se dit aussi, ça, c'est des territoires d'action intéressants. Et que dans le cœur de l'action, même si on va pas l'aborder, genre, il va pas y avoir toute cette séquence pour dire, ah ben, Johnny, quand même, te casser beaucoup de bésos, ouais, quand même. Mais
dans le feu de l'action, quand même, tu as des prix à payer. Et en plus de toutes ces courses-poursuites, va engendrer un échec qui est total. C'est-à-dire que c'est un truc qui fait tout capoter, en plus de ça. Donc, Ouais, les nouveaux héros Made in Bigelow échouent aussi dans leur ça mission. traverse. Et ça, c'est Tu sais que ça important aussi. traverse les palissades et tout. Finalement, Edgar Wright dans Hot Fuzz, et même pas que dans Hot Fuzz, hein, il le montre aussi. D'ailleurs, cette poursuite dans Hot Fuzz, à mon avis. C'est dans Tekken 3. Je pense que Tekken 3, Oh c'est la un hommage vache! aussi des Oh là 17 là. plans. Avec Ah, le chien en plus. Du coup, j'y ai pensé à Tekken 3. c'est pas le même découpage, hein, par contre. Hein? Ouais, Voilà, non, le découpage, le 17 plans sans barrière, on y repassera. Et puis bien sûr, la scène culte que beaucoup de gens retiennent, voilà. Mais cette scène culte là où il y a en fait beaucoup de gens qui retiennent le tac 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 tac, mais avant qu'il tire dans le ciel, il y a un chant contre chant extraordinaire avec le regard de Bodhi, Regan. Alors, Oui, c'est intéressant parce que je crois que dans Strange Days, elle a aussi cette idée de filmer le regard qui voyait les trucs oui. voilà, avec le Bah, tu système vois, là en fait, pour. moi, le personnage de Ralph Fiennes qui voit en fait les pires atrocités dont est C'est capable ça. l'être humain, et le squid, cette technologie où tu peux voir à Ah, le travers les yeux, squid. ressentir les sensations. Bah, ouais, voilà, le squid, bah, ça c'est marrant, ça comme nom, Mais le du squid. coup, Mais hein, ça, tu crois, là, il y a un truc qui va être intéressant à analyser aussi, c'est il le reconnaît. Et lui, oui, il sait, il le reconnaît. Donc, d'ailleurs, il n'ose oui. pas lui tirer dessus, au final, en fait, Mmh. au-delà de Parce que, ça. bah, ils sont devenus amis, en fait. Bah, ils sont devenus quasiment pas des frères, c'est un peu abusé, parce qu'ils se connaissent pas depuis longtemps. Ils sont devenus amis, en fait. Hmm. Et en fait, les 2 sont les faces d'une même pièce, en fait. En fait, pour Bigelow, en fait, c'est pas juste l'ennemi, c'est pas juste sa cible. En fait, au final, ce sont 2 personnes qui recherchent la même chose. D'où, en fait, et on revient au générique, et c'est pour ça que ce chant contre chant qui était choisi à ce moment-là, il est super aussi. C'est qu'on rejoint du coup le générique d'introduction où Point Break se rassemble. Oui! L'un est la face de l'un est la facette de l'autre. Et est-ce que finalement, est-ce que tu veux m'arrêter tant que ça? Parce que tu sais ce que je recherche. Tu sais que je suis pas méchant que ça. Oui, évidemment, ils bradent des banques, ils volent de l'argent. Mais ce qu'ils volent, est-ce qu'ils volent pas aux honnêtes gens, en fait, hein? Donc, il y a ça, c'est toute la nuance. En un regard, Bigelow, en fait, arrive à écrire une dualité qui se complètent et se rejoignent, en fait. Et que Et là, l'un n'est pas différent de l'autre. Et là, je pense que là, on rentre dans une zone spoiler parce que la question que beaucoup de gens pourraient se demander, c'est une bascule, là, cette scène-là. Qu'est-ce qui va se Oui, passer après? Parce que logiquement, ça y est, là, il va y avoir un affrontement, visage découvert, on ne peut plus se cacher et tout. Et pourtant, même s'ils se sont très certainement reconnus en ayant conscience que l'un a reconnu l'autre, et ben pendant quelques temps, ils vont continuer à jouer, à faire comme s'ils étaient toujours potes. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est ça que je trouve extraordinaire. Johnny Utah, il sait que Bodhi l'a vu. Il le sait avec ce regard. Et pourtant, oui, il y retourne comme si de rien n'était, et Bodhi continue à l'impliquer, alors qu'il parle à ses potes. Hein. D'ailleurs, c'est là où il dit à ses potes, ça n'a jamais été une question d'argent, mais on est contre le système. Alors ça, c'est la phrase un peu passe-partout, mais l'idée, elle est là. C'est des anarchistes, en oui, gros, hein, si on veut, on va simplifier le oui, terme. Mais il y a ça, et du coup, là, la scène qu'on a montrée tout à l'heure, du parachute, eh ben, mmh, le truc post-Top Gun et tout, là, eh ben, ils sont encore tous ensemble. C'est-à-dire que c'est comme si Johnny refusait l'inéluctable de l'affrontement mmh. et que Bodhi, vous espérez encore que Johnny bascule de son côté. Il y a, Oui, il y a, parce il y a que ce. ce qu'il sait que quelque part, moi, on ne sait pas le passé de Bodhi, mais on peut imaginer que c'est quelqu'un qui a perdu quelque chose comme Johnny, en fait. Et ça, c'est un truc très intelligent de la part de Bigelow, c'est ne pas avoir totalement raconté le passé de Bodhi, par exemple. On ne sait pas s'il a échoué quelque part, ou si est-ce qu'il a échoué à l'armée, par exemple, ou est-ce qu'il a échoué dans la police. On ne sait pas, on ne sait jamais, en fait. Et c'est pas l'important de savoir, et même au contraire, on ne doit pas le savoir. Parce que Ouais. si l'un est la facette de l'autre, c'est que, de toute façon, ils ont perdu quelque chose. Et retrouver ces sensations, et c'est ça, cette scène de parachute, pourquoi est-ce qu'elle marche autant? C'est parce que Johnny et Bodhi savent qu'à un moment, la confrontation va éclater. Et en plus, c'est ce beau moment où ils se rassemblent tous en cercle, en fait, qui forment une unité du cercle.
En plus, Johnny tente de les rejoindre, en fait. C'est métaphorique, tout ça, est-ce que finalement, il va les rejoindre tant que ça? Et en plus, il a entretenu une relation avec cette surfeuse et tout, et machin. Et ça, c'est passionnant, ça aussi. Et d'ailleurs, la phrase qu'il dit, You'll never be the same again, Johnny ne sera plus jamais le même. Après ce saut en parachute extraordinaire, oui. Mais après ce qui s'est passé dans la poursuite avant, non plus. Et Bodhi lui-même non plus ne sera plus jamais le même. Et c'est là où on a un petit flottement intéressant. Et la bascule s'est faite, le point break, le point de rupture s'est fait. Et très vite, alors est-ce que c'est un défaut ou pas? Ça peut jouer sur le mystère de Bodhi d'ailleurs. C'est que Bodhi décide de vriller. Il prend en Oui, otage Tracy, qui est donc la nouvelle petite amie de Johnny, mais qui a été son ex aussi. Il la menace et il oblige Johnny à l'intégrer dans son groupe. Il oblige littéralement Johnny mm, à faire un braquage avec eux. À visage découvert, il n'a pas son masque de président, lui. En gros, il oui, veut le faire vriller, obligatoirement le faire passer du côté du crime, parce que là, avec les caméras, on y revient aux caméras, il est grillé, quoi. oui, c'est ça. Et c'est intéressant Et parce c'est qu'on dirait intéressant. qu'il y a une forme de désespoir à faire ça, parce que tu vois ce que je veux dire? Il met Johnny en danger, mais il le force à le rejoindre par rapport à Tracy. Enfin, il a vrillé, il a basculé. Donc c'est là où on peut imaginer un passé mystérieux très dur et trouble aussi pour Bodhi, évidemment. Bah, totalement. Et même en dehors qu'on peut imaginer un passé que, de toute façon, le film ne raconte pas et n'existe pas pour le spectateur. Peut-être que Catherine Bigelow se l'est imaginé. Et justement, ça, c'est bien qu'on ne le sache pas parce que, en fait, elle peut nous l'injecter dans la mise en scène, ça aussi, cette confrontation, cette dualité. Là, et le plus important, c'est que oui, après la scène du parachute et ce dialogue, on ne sera plus jamais le même. Le point de rupture chez Bigelow, c'est d'arriver à la finalité de la chose et de ce qui va en découler. La recherche d'adrénaline va conduire à un point de non-retour. Tu convoques, tu veux de l'adrénaline, tu fais ton injection. Body, c'est braquer toutes ces banques pour arriver à financer enfin la vague qui veut tant surfer. Tu arrives à un point de rupture où tu ne seras plus jamais le même et tu vas arriver jusqu'au bout. Et ce que ça va endurer, ce sont des conséquences. Ce sont des Bah, conséquences dramatiques et c'est que tu vas emporter tout le monde dans ta chute. c'est ça. Bah, la Tu ne première peux pas conséquence décemment. dramatique, voilà. La première conséquence dramatique, c'est notre cher Angelo Papas qui disparaît. Et le pire, c'est qu'il y avait. C'est marrant parce qu'il y avait une belle relation aussi entre Johnny et Angelo Papas. C'est-à-dire que Johnny, il a construit une Oui, relation de confiance et d'amitié avec ce partenaire, avec qui au début c'était dur, en parallèle qui s'est rapproché de. C'est pour ça qu'il est double aussi, Johnny. C'est-à-dire que lui-même, il ne oui. fait pas de choix. Tu vois ce que je veux dire? Non. Ben, c'est parce que lui, Johnny a pas totalement atteint le point de rupture et espère faire revenir, de refaire basculer pour que Body sorte du point de rupture, le point break. C'est pour ça que je dis que point break, on va dire beaucoup de fois point de rupture ou point break, mais point break, c'est la définition même de ce que c'est un film de Catherine Bigelow. Qu'est-ce que c'est que ces Mm. personnages qu'on appelle des personnages bigeloniens? Ce sont des gens qui ont un objectif. Angelo veut aller au bout de sa mission. Il veut les appréhender. Et ce qui va le conduire à sa mort. Comme si, voilà, pour spoiler, attention spoiler de la fin de Zero Dark Sortie, après que Maya et son équipe aient fait assassiner Osama Ben Laden, elle se retrouve dans un avion et le chauffeur lui demande où est-ce qu'on va. Je ne sais pas. Où est-ce que les personnages chez Catherine Bigelow vont les. Où est-ce que l'objectif d'avoir recherché cette adrénaline, d'avoir cherché cette mission, parce que l'adrénaline, ça veut tout et rien dire chez Bigelow. Ça peut être la mission, ça peut être désamorcer, c'est désamorcer une mine. En fait, l'adrénaline se retrouve dans toutes ses formes. Dans House of Dynamite, c'est d'empêcher cette bombe d'arriver. Ou Ouais. est-ce que de chercher à avoir l'adrénaline du truc va conduire, forcément, elle conduit à une mort. Elle peut Bah, être Papas, ouais. littérale. Pop-up Break, elle est littérale. Pour Xander Sati, par exemple, elle est symbolique, cette mort. C'est-à-dire que Maya ne peut plus être l'agent du FBI qu'elle a été. En fait, à avoir traqué pendant plus d'une dizaine d'années Ben Laden, c'est pas possible, en fait, d'être la Maya. Intéressant le parallèle avec la toute fin ici. Parce que de toute façon, où est-ce qu'on va? La question se pose. La perte de l'idéalisme, parce que voilà, c'est un jeune idéaliste, là, en gros, qui croit jusqu'au bout. Mais là, à un moment,
Voilà, Body là sous son joug, il n'y a pas le choix, il ne peut pas sacrifier Tracy, déjà qu'il vient de voir la mort de son équipier, et Body qui lui dit, voilà, we're gonna ride this all the way, on va jusqu'au bout, quoi. On va jusqu'à l'extrême limite, Ouais. jusqu'au point de rupture, on y va ensemble, quitte à aller, évidemment, alors on y va ensemble, on y va même potentiellement à un moment dans une scène de double mort, hein. Il y a cette scène de saut de parachute où Body refuse de déclencher le parachute. Johnny est obligé de lâcher son flingue, sinon les deux vont s'écraser. Body, il est là en mode on va s'écraser, hein, moi je m'en fous. Hein. C'est assez incroyable, ça, Oui. quand même. Une forme de nihilisme aussi, peut-être, là-dessus. Ah bah il y a toujours une forme de nihilisme chez Catherine Bigelow, c'est-à-dire que ces personnages qui étaient des personnages, en fait, on parle d'adrénaline depuis tout à l'heure, mais moi, l'adrénaline de ce que Bigelow va marquer dans une bascule de Point Break, à la base, dans le cinéma d'action, surtout celui des années 80, c'est là aussi ce qui nous intéresse, le cœur du cinéma des années 80. Cette recherche d'adrénaline, c'est de flinguer tout ce qui bouge sans avoir une quelconque conséquence. Quand Stallone va flinguer en Afghanistan ou au Vietnam, on ne sent pas le poids des conséquences d'une balle qui est tirée. Là, quand Point Break arrive, je trouve il y a une bascule, il y a quelque chose, une balle, elle compte en fait. Que toi-même, que ce mec qui accomplit sa mission ou celui qui va à tout prix réaliser son braquage, qui t'a laissé ses gens à terre, et en plus l'ironie voudra que même après quand il s'écrase pas, son pote qui était en train de mourir, en fait, bah, il est mort écrasé par terre. Il dit ouais, il faut qu'on l'enterre, on pourra pas Ouais. l'enterrer en fait. Parce que les personnages qui vont chercher, qui ont atteint le point de rupture et qui sont au-delà du point de rupture, là ça y est, il a été franchi, plus de retour en arrière possible. C'est les gens en fait qui vont tout laisser derrière eux. Body en fait est toujours ce que peut-être ce qu'il ne devait pas chercher à être en fait à la base. Parce que c'est pour ça qu'on le présente d'abord ce groupe de surfeurs comme une sorte de que les autres voient d'un œil comme une secte, mais en fait c'est une famille, ces surfeurs, ces braqueurs qui braquent ensemble, c'est une famille. C'est une famille, en fait. Et là, ce qu'il Ah, a c'est fait, curieux. c'est trahir sa famille. Il a trahi sa famille pour son rêve, pour son, euh, son objectif de surfer la vague. Maintenant que tu le dis, le point de rupture qui a fait basculer Body, c'est la mort la violence dans la scène de braquage, où il a refusé, d'un seul coup, il a voulu aller trop loin en amenant Johnny, qui n'est pas dans le cercle, a forcé le truc, il a Et forcé le en plus, coffre. petit détail, cette scène de braquage, en plus, dure beaucoup plus longtemps que la première, où il y a la Oui, fameuse n'oubliez pas d'aller voter. Là, en fait, il y a tout ce truc de normalement, ces braqueurs doivent braquer en 60 secondes la banque. ouais, Et mais là, ça dure. Mais en voilà. fait, Mais pardon, vas-y, je t'en prie. c'est ça, en fait, il va trop loin, il va aller au coffre, en plus, il y a des morts. Enfin, il va complètement, voilà, il sort de ses règles, il a pété un plomb, il est complètement allé à l'encontre de ses règles. Et après, bah, comme tu l'as, voilà, le fameux, la victoire. Alors, à la fin, tout le monde gagne, tout le monde perd. À la fois, si vous voulez. Johnny récupère Tracy, il la sauve, ils s'embrassent. Par contre, bah, il ne peut pas arrêter Body. Body qui s'en va dans le désert, encore une fois. Ce fameux désert, avec un de ses potes qui a survécu. Je crois qu'il est joué par James Legros. Tiens, on l'a pas cité dans le casting, James Legros, qui est devenu un des acteurs fétiches d'une autre grande réalisatrice américaine, d'ailleurs, ces dernières années, à savoir Kelly Reichardt. Voilà. Enfin, il a fait 2-3 films avec elle, en tout cas, minimum. Et il s'en va en mode I see you in the next life. Et là, le film aurait pu s'arrêter là-dessus, mais ça aurait été dommage en vrai. Hein. Pour le coup, là, je Ça a suis été dommage. d'accord, ça aurait été dommage. Mais il gagne en ayant tout perdu, et Johnny, il gagne en ayant perdu son idéal, lui. Donc c'est une fin très douce amère, mais au final, voilà. Donc magnifique, hein. On retrouve le désert de tout à l'heure. Le désert très terrestre, loin, loin des vagues quand même de la côte. Hein. Loin des vagues, on est dans presque dans l'Utah. On se croirait presque dans l'Utah. C'est ça qui est drôle. En plus, Johnny Utah, on y revient en fait avec ce nom du désert, des formations rocheuses, presque des montagnes. Bon, là, c'est un désert qui est beaucoup plus plat. On se voit dans une nouvelle vie. En fait, ça fait punchline de cinéma d'action, évidemment, mais Bigelow sait ce qu'elle fait en jouant ça avec ses phrases d'action, ses punchlines d'action. C'est que là, Body est mort quelque part. L'ancien Body est mort, comme l'ancien Johnny est mort. Celui qui voulait appréhender le criminel, bah, ne le fera pas. Il est mort, en fait, celui-là qui devait accomplir sa mission, mais il n'est plus là non plus.
façon, à la fin de chaque film de Bigelow, ils perdent tous quelque chose et ils sont soit spirituellement, on va dire, métaphoriquement morts, ou alors ils meurent littéralement. Si on va jusqu'au bout du nihilisme. Et en plus, le bout du nihilisme sera dans Strange Days, où on passe à l'an 2000. Ce qui est Ah oui, l'ironie de la chose, c'est que cette fin encore, qui est la plus nihiliste chez Bigelow, qui est encore plus que celle de Zero Dark Thirty, je trouve. En plus, on parlera un peu plus tard de Portfordienne. T'inquiète. Voilà, évidemment, il faut qu'on parle de forme parce que c'est une de ses influences aussi. Et ils vont mais toujours quelque ouais. part, déjà franchir une Portfordienne, parce que la Portfordienne euh, pardon, mince, pourquoi j'ai Prisonnière un du trou de mémoire dans désert. le film? La prisonnière du désert, pardon, excuse-moi. Ouais. C'est cette porte qu'on ne peut pas franchir parce que le personnage est mort. Quelque part, il y a quelque chose en lui qui est mort, ou alors il erre comme un mort-vivant. Quelque part, John Wayne, à la fin de la prison du désert, c'est un mort-vivant de la guerre. Si on parle métaphoriquement, c'est pas Boubou du jour des morts-vivants, mais Ah, c'est presque un mort-vivant dans le nouveau monde, en fait. bah, Et ouais. franchir la porte, la fameuse porte, parce que l'une des deux influences de Bigelow, bon, il y en a d'autres évidemment. Il y a Ford, surtout la prisonnière du désert, ça Bigelow l'avait dit, et surtout c'est la horde sauvage. La horde sauvage, comment est-ce que ça Oui. se termine? Ça ne Sam pas, ça se termine Ouais. par la mort, en fait. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu la mort métaphysique de Bodhi ou ben, du personnage de Johnny Utah, mais à la fin, il y a quand même le last ride. Parce que il se retrouve quoi, quelques mois, quelques années, on ne sait pas, hein, après, en Australie. Et alors là, le contraste avec le désert aride d'avant, tiens, sous la pluie, d'ailleurs, il me semble que le film s'ouvrait aussi sous une pluie, là, quand on voyait. C'était Johnny qui était sous la pluie, qui faisait son entraînement. Et là, on C'est ça. retrouve Bodhi qui est sous cette même pluie. On croirait presque que, au départ, l'entraînement de Johnny était. Bon, évidemment, il n'était pas en Australie, mais on aurait presque pu croire qu'en fait, c'est le même territoire. Ça m'étonnerait même pas que sur le tournage, elle ait tourné ces deux scènes simultanément, en fait. Genre, Mais je sais pas, dès qu'on a fini l'entraînement de Johnny, on tournerait cette scène, tu vois. parce que pour les cheveux, ça change d'ailleurs. Ils ont un peu échangé leurs cheveux. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant. Il y a eu. Je pense que cette scène a été tournée plusieurs semaines après, ou je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est Et que. parce que Keanu Reeves a les cheveux plus longs, comme les Ouais, cheveux de. Parce que les cheveux de Buddy avant étaient beaucoup plus longs. Maintenant, c'est Keanu Reeves qui a les cheveux plus longs et Buddy, il a les cheveux plus courts. Ça, c'est ils ont marrant. fait un échange capillaire. C'est comme dans Astérix Mission Cléopâtre, tu sais. Bon, putain, je suis allé chercher très très loin là. Mais là, Mais c'est bien. ce qui est intéressant par contre, c'est que on a appris que Johnny en a fait de son obsession. C'est-à-dire que arrivé à un point, il voulait à tout prix retrouver Bodhi et l'arrêter. C'est-à-dire qu'il reste dans le Mm. système, à la fin de son idéalisme, il se force à vouloir le retrouver. Il le retrouve, il est allé chercher, il a trouvé l'autre au passage, hein, au Mexique, je crois. Là, il arrive en Australie où Bodhi fait face à la tempête des 50 ans. Et alors là, évidemment, il y a un choix à faire. Et le choix, d'abord, il se tape dessus, mais finalement, Johnny va laisser Buddy surfer son ultime vague en sachant que Buddy, en faisant ça, allait atteindre son nirvana et mourir. C'est-à-dire qu'il lui laisse la Mm. liberté de sa propre mort, quand même, finalement. Il laisse tomber Johnny alors qu'il est Ça. allé au bout du monde pour le retrouver. C'est fascinant, métaphysiquement, Mm. c'est passionnant, ça aussi. Ça complètement, parce que du coup, je vais en revenir à la fin de Zero Dark Thirty, évidemment, parce que c'est une fin qui est typiquement bigelonienne, hein, Zero Dark Thirty là-dessus. En plus, avoir utilisé l'histoire réelle, c'est passionnant j'adore quand les cinéastes injectent leurs obsessions dans l'histoire réelle, parce que du coup, ils en racontent quelque chose qui est fascinant là-dedans. C'est quand Maya a assassiné Ben Laden, après, il n'y a plus rien. C'est le vide. Là, Johnny décide de lui-même de pas atteindre son objectif, donc d'appréhender Body et donc d'accomplir quelque part la mission d'Angelo, parce que ça terminerait par sa mort quelque part aussi. Bon, qui serait pas littéral, mais qui serait totalement là. Est-ce que Johnny est déjà mort quelque part? Oui, parce que peut-être que il s'est jamais réconcilié avec sa copine surfeuse. On ne sait pas. Hmm. Et on doute certainement que si Bigelow aurait voulu le préciser, je pense qu'elle aurait fait le choix qu'ils ne soient plus ensemble. Parce que je pense qu'elle n'est pas restée avec lui, hein. Ça Oh, ne c'est probable. m'étonnerait même pas, en fait, tu vois. C'est probable. Mais là, on n'est pas là pour faire des positions de scénario, en fait. Ça, c'est une théorie. On parle pas de cinéma. Là, ce qui est intéressant, c'est il le laisse y aller parce qu'il va le conduire à sa propre mort, parce qu'il sait que s'il le lâche, moi, il le laisse, lui, il va conduire à sa mort. Mais Johnny sait que si lui, il va au bout de sa mission,
il va aller à la mort. Et est-ce que ce qu'il désire vraiment? Pas vraiment, non. Il Non, décide pas de enfin, mourir pour ses... Il mérite pas il veut pas mourir pour son objectif final, en fait. C'est par contre, il laisse l'accomplissement Body. de la chose. Il laisse Et Body il laisse mourir. Body atteindre son objectif parce que ce qu'il Enfin, sait que lui, ce qu'il veut à tout prix, c'est de ressentir la sensation, la vivacité, c'est drôle parce qu'en fait, ce qu'il va ressentir, c'est d'être le plus vivant possible. On sait qu'après, juste 30 secondes après, Body est mort noyé, en fait. C'est le et moment où il est alors, plus on vivant, ne c'est sait quand il est pas. mort. On ne sait pas s'il est mort On sait noyé. pas. Mais ce qui est terrible, c'est que. Et là, on a échappé belle à quelque chose d'horrible. C'est une éventuelle suite, un Point Break 2 où il aurait survécu. Parce qu'alors là, ça aurait été Oh là là, mais dramatique. moi, je me suis dit, est-ce que Hollywood y a réfléchi à ça? À Point Break 2, tu vois? Ah, je suis sûr qu'en off, à moins que le film n'ait pas marché du tout à l'époque, mais ça m'étonnerait, du coup. Ah non, 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 il a cartonné, hein. Il a Je peux- cartonné. C'est Non, son plus gros ils ont succès dû, encore aujourd'hui. ils ont dû à minima y songer. Alors peut-être qu'il y en a qui ont, je sais pas si Catherine Bigelow pouvait poser un veto. Et les acteurs ont peut-être jamais voulu revenir, surtout. C'est peut-être l'idée. Déjà, rappelle-toi qu'Keanu Reeves, bon, avant les Matrix, mais il avait signé un contrat pour plusieurs films de toute façon. Déjà, il avait Mm. refusé de revenir pour Speed 2. Et heureusement, enfin, Et heureusement, bah, vu le résultat, ouais. voilà. Mais c'est intéressant ça. Mais bon, Patrick Swayze n'étant plus des nôtres, malheureusement, il n'y aura jamais de Point Break 2. Voilà. On a quand même Non, il y a évité le juste eu un pire. remake tout naze. Mais ouais, on a juste eu un On a eu un remake. remake tout naze. Alors oui, ça veut dire que ouais, ça c'est moche par contre. Mais sinon, voilà, qu'est-ce qui se passe à la fin? Johnny ne meurt pas lui, mais le Mm. Johnny, là, qu'est-ce qu'il fait? Il balance son insigne du FBI. Le Johnny de la loi, lui, est mort. Voilà. Et on pourra tout imaginer Lui, ce il est qu'on veut, mort. mais peut-être que Johnny va devenir un Body 2 après. Hein. À la rigueur, il y aurait eu une suite, mais à la rigueur, où il y aurait Keanu Reeves qui Imaginons à serait la rigueur. devenu une sorte de surfeur avec sa secte, avec un autre jeune qui viendrait, voilà. Là, à la rigueur, ça aurait été intéressant, qu'il aurait récupéré l'héritage de Body. Mais bon, ça aurait été tiré par les cheveux sans faire de Et mauvais ça jeu de aurait mots. cassé, mais en fait, ça aurait totalement cassé cette fin qui est magistrale pour un film d'action, en plus d'avoir une telle fin. C'est-à-dire que le héros a complètement échoué. Bon, il n'a pas appréhendé le criminel, il n'a pas appréhendé le suspect. Euh, c'est comme moi, Stallone, qui n'arrive pas à rentrer au bercail dans Rambo 2. C'est Arnold Schwarzenegger, ouais, voilà, Adrien. C'est comme Arnold Schwarzenegger qui tue pas le Predator. Oui, Imagine ouais, un ouais. monde où Arnold Schwarzenegger n'aurait pas tué le Predator, par exemple, tu vois. Alors que le Predator, déjà en plus, c'est pour ça que Predator, moi je le trouve, bah, évidemment, tout le monde sait que c'est un film fondateur et révolutionnaire quelque part dans le cinéma d'action bourré des années 80, parce qu'il saute lui-même, tu vois. Et là, je trouve que Point Break, cette fin, c'est comme si on arrivait à quelque chose qui était encore plus loin que ce qu'aurait pu pousser Matt Tiernan, en fait. Ça, c'est marrant, ça. J'aime beaucoup comparer Point Break à ce qu'a fait Matt Tiernan dans les années 80, parce que je pense que Catherine Bigelow était parfois consciente du double discours que racontait Matt Tiernan dans Predator ou dans Die Hard, en fait. Et là, c'est presque une sorte de version radicale de ces fins-là. C'est-à-dire que lui, Johnny jette son insigne, ça y est, c'est fini, quoi. Allez, on arrête, stop, ça suffit. Parce que où est-ce qu'on va aller? Bah, on va aller dans un gouffre. On va franchir une porte, mais il n'y a rien derrière cette porte. On revient donc à la porte Ouais. fortienne. On ne voit pas ce que voit du coup John Wayne derrière ce qu'il voit devant lui dans la maison, du coup pas dehors. Ce qu'il y a dans la maison, on ne sait pas ce qu'il y a dans la maison. Parce qu'il n'y a rien en fait. Il n'y a rien Non, qui attend ces personnages-là. Il y a rien qui les attend à franchir ça. Comme est-ce qu'il attend quelque chose body après avoir surfé cette vague? Probablement rien. Mais ça, on ne sait pas. non, mais c'est ouais, l'échec humain. Alors c'est intéressant parce que pour conclure là-dessus, c'est sur cette fin, le message de Catherine Bigelow, c'est quoi? C'est que face au système, on ne peut que perdre. C'est Mm. compliqué. Mais c'est Oui, intéressant parce que cette même quand ils ambiguïté, accomplissent leur mission. c'est une ambiguïté dans son Oui, cinéma. Je pense tu peux avoir plusieurs lectures aussi. Catherine Bigelow, par exemple, son dernier film montre quand même, pour le coup, l'échec de l'Amérique, enfin des institutions derrière, avec un oui. président qui est complètement paumé, quoi. C'est un exemple, quoi. C'est intéressant, ça Et aussi. 3 fois de suite, en plus. Elle le fait 3 fois de suite, en plus. L'échec total, du coup, l'explosion du missile dans ce dynamite, il apparaît 3 fois. 3 fois, il explose ce missile-là.
c'est l'échec total. C'est-à-dire que même quand tu crois avoir accompli quelque chose, bah, tu as échoué, en fait. Et c'est ça qu'on pourrait définir un personnage bigelonien. C'est un personnage qui recherche quelque chose et qui ne l'aura jamais. Mmh. C'est un personnage américain, d'une caractéristique américaine. Là, Bigelow, ce qu'elle a toujours choisi, c'est des professionnels, même si c'est encore plus flagrant dans sa partie DK19, surtout des mineurs, Zero Dark Thirty, des 3. Ce sont des professionnels de la profession, les professionnels de la profession, les fameux. Oui. Euh, c'est c'est des gens qui n'obtiendront jamais ce qu'ils veulent, dans Mmh. tous les cas. Un personnage ne peut pas être récompensé pour avoir cédé à ses pulsions ou avoir cédé à l'adrénaline ou l'injection d'adrénaline, à vouloir toujours chercher l'énergie. Ouais. Puis t'as un peu aussi alors c'est vrai que dans son cinéma, on peut conclure là-dessus, c'est que, bon l'adrénaline évidemment, elle est là tout le temps, mais c'est une adrénaline qui peut parfois être libératrice ou mortifère. D'où d'ailleurs souvent ce conflit un peu entre la liberté et l'ordre établi chez Catherine Bigelow. On voit des gens qui veulent Mm. vivre leur vie, qui veulent par exemple affronter parfois aussi le système, mais c'est compliqué. Liberté et ordre, c'est cinéma américain absolu, ça se confie dans ce pays qui est basé sur Oui. la liberté, mais alors derrière, hein, l'ordre, parfois même un peu fascisant sur certains points, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Disait l'autre. Il y a aussi un discours là dans ce film post-réganien, je pense que c'est assez évident, sur la réflexion sur la masculinité. Et souvent chez Bigelow, on a quand même des femmes héros aussi. Et d'ailleurs, Ouais. sur le film Bah, précédent, Viola, comme c'était je une disais tout à l'heure. flic, Blue Steel, hein, c'était une flic qui se faisait une place Oui. difficile quand Mm. même dans le truc. Et c'est intéressant ça aussi. Elle veut casser des codes. C'est pas pour rien que là on a un blockbuster un peu à la cool. Et derrière sous ces atours-là de Ouais. trucs à la cool qui jouent sur les corps et tout, eh bien, elle retourne la situation d'ailleurs en utilisant des corps qui ne sont pas des corps réganiens comme tu le dis. Parce que Keanu Reeves, c'est l'inverse du coup. Oui. Et ça, c'est passionnant, quoi. Et, Et je pense, et même en plus, bah, le fait que bah, déjà dans Blue Steel, d'avoir choisi oui, c'est Jamie Lee Curtis, j'ai cru on dirait une connerie. Mais Halloween. moi, c'est déjà en fait de choisir une personnage ouais voilà, le personnage flic femme. En fait, pour Bigelow, bah, et ça en plus elle l'a dit en interview, parce qu'évidemment on lui a posé la question. Bah, Jamie Lee Curtis est définie de la même manière que Johnny en fait. Mm. Tu peux remplacer Johnny par, je sais pas, Catherine Utah, bah, ce serait la même chose, tu vois. Ouais. C'est Catherine CA, voilà, bah, ça pourrait être ça en fait, tu vois. Ça pourrait être la même chose. Un homme, une femme chez Catherine Bigelow, c'est des êtres humains l'un comme l'autre, et c'est ça qui est intéressant chez les personnages de Bigelow. On s'en fiche du sexe en fait du Et personnage, tu on s'en sais, fiche. j'ai envie de Ça dire, pourrait être l'un comme l'autre. c'est peut-être que même, là je vais peut-être trop loin, peut-être que tu l'évoqueras dans ton mémoire, je sais pas du coup si ce côté-là, mais ça représente aussi le parcours de cinéaste qu'elle a eu, c'est-à-dire elle a dû s'imposer dans un univers Hein. très masculin, surtout voilà 80-90, dans les blockbusters des réalisatrices femmes, bah, je crois quand même qu'elle était un petit peu seule. Alors, dans des Mmh. comédies romantiques, on avait, hein, Nora Ephron, etc. Mais là, dans ce système de production un peu actionneur à la cool, Strange Days un peu SF et tout, c'était vraiment la seule à l'époque. Et Jane Campion dans un autre style, par exemple. Mais dans ce style-là, dans ce style de cinéma qui peut être d'action un peu vu comme mascu, elle s'est imposée. Donc elle s'est imposée un peu comme ses personnages aussi, d'une manière ou d'une autre, à retourner certains codes. Elle casse Alors, le système. c'est ça. Puis en plus, bon, elle était avec James Cameron, puis les deux ont divorcé. Enfin, ça a été un peu compliqué. Même s'ils ont gardé des relations professionnelles après, hein, je crois que ça va. Oui, ils Mais sont, ouais, ouais, ils sont toujours amis. Moi, ils se contactent souvent et tout. Donc voilà ce quoi. qui serait Mais intéressant, c'est si Cameron décide de ne pas faire Avatar 4, ça soit elle qui le fasse. Et on ah, ce pourrait serait peut-être trouver mieux des qu'Avatar thématiques. 3, peut-être. On sait pas. Elle pourrait faire un film bigelowien avec Avatar 4, remarque. Hein. Enfin, ça changerait Ah, un ce peu. serait peut-être mieux qu'Avatar 3, on sait pas. Ouais, ça changerait. Ce serait pas Avatar 3.
Mais Je pense elle garde une forme de modernité, elle a beaucoup de choses à dire, peut-être plus que son ex-mari, là, j'en sais rien, sur cette idée-là. Enfin, après, c'est autre chose, hein, parce que. Mais voilà, enfin, Catherine Bigelow, bah, du coup, là, tu bosses. Alors, tu bosses sur quel film déjà? Alors, Des mineurs, ça c'est sûr. Hein, ça. Des mineurs, Zero Dark Thirty, Détroit. Le sujet de mon mémoire, c'est comment, j'ai pas encore le nom en lui-même du truc, c'est comment, à partir de la reconstruction de l'histoire contemporaine américaine, parce que là on est dans le contemporain, même si Détroit c'est pas son 1960, pour les histoires, c'est l'histoire contemporaine. Hein, on n'est pas en 1800, on n'est pas en 1700, hein, c'est de l'histoire contemporaine. Comment est-ce qu'on arrive à aborder la violence de l'Amérique? C'est ça mon sujet de mon mémoire. Parce que Ouais. très tôt, les Américains ont cette mentalité-là et elle, ce qui est beaucoup plus intéressant que d'autres, c'est qu'elle a choisi de parler de sujets. Bah, des mineurs, c'est la guerre en Irak. Zero Dark Thirty, on est en 2012, on aborde déjà la trace de Osama Ben Laden, alors que bah, Ben Laden n'est même pas il est mort, mais il y a quelques mois où il n'est pas encore mort, d'ailleurs, en plus. Quand la production du film commence, Ben Laden est mort. Je sais plus quand est-ce qu'il est mort, Ben Laden. Mais on Mm. n'est même pas à 1 an, 2 ans de sa mort, en fait. C'est ça qui est fascinant. Et Détroit, pourquoi est-ce que j'ai choisi Détroit? Parce que c'est le même scénariste. Parce que Ouais. les trois ont été écrits par le même scénariste, Mark Ball. Et en fait, je cherchais à comprendre, en fait, pourquoi Mark Ball a continué après Zero Dark Thirty, alors qu'on pourrait croire que, oui, des mineurs Zero Dark Thirty de Détroit, Détroit, on dirait un peu un espèce de virus dedans. C'est ça que j'essaie aussi de décrypter dans mon mémoire, c'est pourquoi ils ont rempli avec le troisième, qui n'est pas le moins, en fait, quand même, d'un Zero Dark Thirty ou d'un Démineur, dans le sens où Démineur, t'as le personnage de Jeremy Renner qui débarque en Irak et les Irakiens sont vus, enfin, de ses propres yeux, sont des ennemis. Ils sont Ouais. potentiellement une bombe humaine à chaque fois. Et c'est ça qui est intéressant. Et aussi, je vais poser la question de la représentation, comme elle a fait polémique hein, pour des mineurs, ou comme à l'époque, elle avait fait polémique pour La chute du Faucon Noir de Ridley Scott, aussi, qui est un des films qu'on appelle la sous-filmo, c'est-à-dire les films que tu sers à accompagner du coup le corpus principal, du coup, qui est les trois films que j'ai cités. C'est cette question-là, en fait. La reconstruction de l'histoire contemporaine américaine, ou ultra contemporaine, en plus, parce que pour le coup, Zero Dark Thirty, c'est de la reconstruction ultra contemporaine, avec Ouais. ce qu'on a appelé des films documents. C'est qu'est-ce que ça raconte de la violence de l'Amérique, parce qu'elle choisit d'en raconter la violence. Zero Dark Thirty, tu as les scènes de torture, du coup les waterboard, les waterboarding, ou dans Des mineurs, elle choisit un démineur, celui qui démine, et à chaque fois, ça se finit toujours par une explosion dans Des mineurs. À chaque fois, on dirait, ils échouent toujours à déminer la bombe, hein, quasiment à chaque fois. C'est ça qui est Pas fascinant d'ailleurs. confondre, pas confondre avec Le... Sirat, hein, Ah, qui est le... sorti. ah ouais, non, non, c'est pas le même genre de bombe. Mais moi, la dernière personne qui est piégée, que Jeremy Renner essaye de désamorcer, il n'y arrive pas. Moi, la Mais personne, elle explose complètement, en fait. Elle explose vraiment en mille morceaux. En plus. et d'ailleurs, en ce que tu dis là, finalement, oui, Point Break est en plein dedans. Hein. La reconstruction d'une nouvelle Amérique, 91, on est sorti des années Reagan, on change les codes, on reprend des codes et on les détourne, et on change les héros, et il y a ce côté plus Mm, anarchisto-nihiliste face au pouvoir, et on voit comment Reagan a tout cramé, on l'a vu avec l'image. C'est intéressant, je pense mm. que en effet, elle a pris ce scénario-là, elle s'est dit, je vais en faire quelque chose, et après, peut-être que si elle avait jamais fait Point Break, est-ce qu'elle aurait fait les films suivants? Ça, on ne saura jamais. C'est ça aussi le mystère du cinéma. Mais réalisatrice passionnante, hein, qu'il faut creuser. Voilà. Moi, j'ai encore à creuser. Hein. J'ai deux des films que tu as cités, je les ai pas encore vus. Hein. Et j'ai pas vu le film de sous-marin Ah non ouais. plus. Le fameux. Ah, les films 4-9, de qui est sous-marin. vraiment pas mal. Et McTiernan en a fait un, le film de sous-marin. Oui, qui est le Mais meilleur maintenant film de qu'on y sous-marin de tous pense. les temps. Et Tony Scott aussi, tu as parlé de Tony Scott aussi tout à Oui. l'heure. Ah, Mm, mm. c'est d'ailleurs le sous-marin, voilà, le huis clos de l'Amérique dans ses institutions face au danger, à la violence de la guerre. Il y a des trucs Bah, à. tu verras dans 4-9, c'est vraiment Harrison Ford, le rapport hiérarchique, il est vraiment. C'est vraiment qu'un film de rapport hiérarchique, hein, vraiment. Et tu vas voir où le point de rupture se situe, il est très intéressant par rapport à ça en plus. Parce que Harrison Ford, c'est le personnage de vieux militaire droit dans ses bottes. Et tu vas voir, et je pense que là déjà, tu commences à deviner où est le point de rupture en fait.
Donc, Hmm. c'est pas un grand film, c'est pas un grand film de Catherine Bigelow, évidemment. Je suis pas en train de vendre un chef-d'œuvre sous-estimé Catherine Bigelow, mais c'est un film plus intéressant qu'il n'y paraît, K-19. Donc, voilà. À voir, du coup. Ben, en tout cas, merci, mon cher Adam, pour cette discussion bigelowienne sur Point Break, mais pas que. On a ouvert Ouais, aussi. On a ouvert la porte de John Ford pour faire rentrer Catherine Bigelow et toute sa carrière, et sans être au forceps. Hein, ça rentre totalement dedans. Ouais, Catherine Bigelow, c'est vrai que quand on en ouais. parle là, on peut la mettre en parallèle avec les frères Scott, les réalisateurs, je parle, hein, dans ces idées-là, ou McTiernan, on en a parlé. C'est intéressant de faire ces liens-là. John Ford, évidemment. Mais John Ford, c'est un peu fondateur du cinéma américain aussi. Donc, tout réalisateur, toute Oui. réalisatrice américaine a vu du John Ford. Même Kelly Reichardt fait aussi du John Ford. Même si elle dit les choses autrement sur l'Amérique. Ça, c'est intéressant, Kelly Reichardt et Catherine Bigelow. Deux visions très différentes, mais qui veulent déconstruire une forme d'Amérique aussi. Mais pas avec la même approche. Pas avec la même approche. Voilà. Ah non, Et pas du c'est tout. voilà, tout ceci étant un vaste sujet, évidemment, que vous pouvez compléter en commentaire. Voilà, si vous avez des choses à dire sur Point Break, bien sûr, votre rapport personnel. Il y en a qui l'ont découvert beaucoup à l'enfance ou à l'adolescence. C'est un film qui est cool à voir à l'adolescence, mais qu'on revoit différemment peut-être en mode adulte. C'est aussi ça. Fait partie de ces films qui ont des double lectures. On découvre en mode c'est cool, on a un film sur les surfeurs. Mais en fait, c'est pas vraiment un film sur des surfeurs. Ils essayent de surfer sur une Non. autre Amérique, quoi. Voilà, c'est un peu plus compliqué. Et on peut retrouver notre cher Adam un peu partout. Radio Campus, voilà, tous les vendredis ou presque. Ça parle de cinéma avec quelques nouveautés. Des fois, ça s'énerve hein, sur certaines nouveautés. Ces derniers temps, Ouais. Ah, voilà. c'est pas Voilà. Et puis, sur la 7e illusion, où, et tu écris aussi, hein, tu écris. Voilà, Oui. voilà. Mais la 7e illusion, où des fois on parle de cinéma, récemment tu as parlé d'un film, voilà, avec notre Mm. cher Sawyer. On vous laisse Et chercher lequel. Parce que... Et tu n'as toujours pas vu le mystère. Mastermind de Kelly Reichardt. Et ça, Non. c'est absolument Non, non, impardonnable. Voilà. Non, mais bon, tu as des excuses. Voilà. Tu as malheureusement eu des petits soucis. oui. Et voilà, c'est pas drôle. C'est comme ça, hein, mais bon. Allez, Ah, si. on vous dit là en commentaire de vous lâcher. Et on vous dit aussi à la prochaine. Ciao. Ciao.